Bonjour à tous nos abonnés et à tous les nouveaux abonnés, soyez les bienvenus. Si vous tombez sur cette chaîne pour la première fois, eh bien sachez que je traite dans cette vidéo de la reconstruction d'un bâtiment professionnel et cette vidéo, cette 12e, fait partie d'une playlist qui s'appelle « Je reconstruis mon bâtiment professionnel entièrement en ossature bois ». Cette 12e vidéo traite de la mise en place du dernier plancher, c'est le toit terrasse, qui recevra, dans un futur très proche, eh bien, l'isolant et l'étanchéité. Pour les gens qui sont inquiets lorsqu'il pleut et qui sont en construction sur de l'ossature bois, eh bien, je vous montre comment nous avons pallié à ce problème de météo, puisque le bâtiment a été construit sur une période très longue. Eh bien, il faut savoir serrer les dents, s'adapter et attendre que les jours meilleurs arrivent. Je vous laisse visionner cette vidéo et vous donne rendez-vous juste à la fin de celle-ci pour la conclusion habituelle. À de suite. Après avoir verrouillé les murs de l'étage, j'ai traversé une période de pluie assez intense. J'ai utilisé le dessous du local en construction comme abri de chantier pour me permettre de continuer le bâtiment et j'ai stocké l'ensemble de ma quincaillerie et du bois massif ainsi que toutes les fournitures pour construire ce bâtiment. C'est ce que tu as pu voir sur la vidéo numéro 10 de cette même saga. J'ai réalisé une étanchéité provisoire, mais j'ai connu quelques fuites au travers du plancher. J'ai pensé au départ que j'avais mal jointé les panneaux, et j'ai donc vérifié tous mes joints. Mais j'avais toujours des fuites, et comme toujours, je suis allé constater sous la pluie comment arrivait l'eau au travers du plancher. Eh bien en fait, les joints étaient bien réalisés. À ce propos, voilà un petit truc pour être certain de toujours avoir un joint bien aligné et super bien rempli, sans gaspillage de matière. Je te montre ça tout de suite en vidéo. C'est une très bonne idée, on va faire ça en image. Je vais te montrer comment on peut remplir parfaitement toute la profondeur du profil et avoir des joints parfaitement alignés. Sur cette surface, sur ce bâtiment, on approche peut-être même qu'on dépasse le kilomètre de joints. Donc c'est intéressant de faire cette modification parce que tu es sûr d'avoir des joints parfaitement remplis et parfaitement droit. Allez, je te montre ça en image. Sur les dalles de plancher OSB, il y a un profil rainure et languette. Alors, le profil est légèrement décalé, il porte sur le dessous et le dessus reste légèrement ouvert. Alors, tu peux le constater, il y a un joint qui doit faire à peu près 1,5 mm de largeur et il doit faire peut-être 4 ou 5 mm de profondeur. C'est ce joint-là qu'on va boucher. Et pour arriver à faire ça sur des kilomètres, avec une buse, on va, en appuyant et en poussant souvent, eh bien, on dérape parce qu'on veut vraiment mettre le joint au fond. Eh bien, l'astuce, je te la montre maintenant. Là, je te le montre sur une buse acrylique. Je la coupe légèrement en sifflet. Ensuite, je récupère une agrafe de mon agrafeuse pneumatique. Et je prends un morceau d'agrafe. Ensuite, je prends mon agrafe et je vais la scotcher, la fixer juste sur l'axe du biseau. Voilà. Donc voilà, j'ai monté ce petit morceau d'agrafe sur le biseau. Et maintenant, eh bien, ça va me permettre d'avoir ce repère qui va rentrer dans le joint et je vais pouvoir injecter le produit sans me poser de questions. Et tu peux laisser le joint comme ça ou le lisser et c'est étanche. Tu as vu? Le joint il sort directement par la rainure et tu as parfaitement rempli ton profil. Malgré ce, les gouttes perlaient sous le panneau, mais en plein milieu du panneau. On appelle ça la partie courante. Je n'ai pas compris tout de suite que ça venait du panneau lui-même. Lors de leur fabrication, ces panneaux ne sont ni plus ni moins que des particules de bois déchiquetées sous forme de fibres longues et agglomérées avec un liant. Lors du process de fabrication,
Par endroits, les fibres se sont légèrement espacées ou mal orientées, ou tout simplement mal compactées, et ont créé un vide sur la surface même du panneau. Au départ, les fibres ont gonflé, et tout comme sur une coque de bateau, la surface était étanche. Mais comme les premières lisses basses périphériques étaient restées en place, j'avais 4 cm et demi d'eau sur toute la surface, un peu comme une piscine. Au bout d'un certain temps, les fibres ont saturé et ont commencé à perler. Une fois le chemin trouvé, ça ne faisait plus glouc glouc, mais glouc 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 en continu, jour et nuit. Pour pallier à ce problème structurel de fabrication des panneaux, j'ai apporté une couche complémentaire de bitume liquide pour verrouiller les parties courantes. J'ai en plus coupé les lisses au droit des futures portes d'étage pour chasser l'eau sur l'extérieur par ces passages. J'ai pour ce faire fabriqué de très grandes raclettes. Après chaque pluie, je venais quelquefois matin et soir, seul ou avec Marie, pour vidanger les surfaces. Et pour assécher seul les 350 mètres carrés de plancher, il me fallait environ 2 heures. Alors simplement pour info, étant donné que ce chantier allait durer un certain temps et allait de ce fait vivre plusieurs pluies, j'ai installé des lisses basses autoclavées en classe 4 à l'étage aussi. Ce n'est pas obligatoire sur une construction classique, mais compte tenu du temps qu'il me fallait pour poser la dalle de plancher, dite toiture plate, j'ai préféré assurer le coup et j'ai en plus soigneusement jointé toutes ces lisses avec un joint PU40 pour éviter que l'eau ne stagne sous ces lisses et ne pourrisse la surface d'appui de ces mêmes murs. J'ai ensuite installé les contreventements des murs de refend que j'ai écharpés, toujours pour éviter par fort coup de vent de les voir s'arracher. Regarde, sur ces photos, seule la tête de mur côté boulevard est horizontale. Sur ce côté, j'ai mis 3% de pente et sur celui-là, 2% de pente. Cette inclinaison crée une légère noue qui précipite toutes les eaux en un point central, ici exactement, et évite d'avoir des collecteurs à eau aux 4 coins du bâtiment, ce qui est le cas sur un toit terrasse en pente zéro. Après avoir ceinturé l'ensemble du bâtiment, avec une triple lisse haute, j'ai positionné un poteau central à l'aplomb de celui qui est juste au-dessous pour conserver à l'étage une belle surface libre de toute cloison. Ce poteau est simplement posé sur sa base et maintenu sur ses axes avec des haubans en bois vissés sur des pièces d'ossature en 45-145. Du fait, sa stabilité est optimum. Comme la poutre qui prendra appui sur ce poteau a 2 angles d'inclinaison, la tête du poteau est elle aussi inclinée sur 2 plans, sur sa longueur et sa largeur. Le cordeau est bien utile pour aligner ses appuis sur ces 2 plans. Pour éviter tout glissement, j'ai boulonné une platine de réception en métal sur laquelle sera soudé l'IPN. Et bien justement, le voilà l'IPN. Il arrive par le ciel grâce à une société de levage à qui il a fallu plus de temps pour garer le camion que de mettre en place les 2 poutres sur leurs appuis. L'opérateur était à l'étage avec moi, il a piloté la grue avec une télécommande radio, donc il avait un visuel direct sur son travail. Une fois en place, j'ai boulonné les platines de jonction et le tour était joué. À la suite de quoi, j'ai posé la dernière lisse haute qui bloquait l'IPN dans ses logements et j'ai pu approvisionner les poutres du toit terrasse. Comme les poutres du premier plancher, juste au-dessous, j'ai recommencé les mêmes manœuvres. Recouper les poutres en longueur, poser des étrésillons, fixer les tendeurs des poutres et les lisses en tête de mur, etc., etc. Sur cette photo, on voit bien la lisse bois qui est vissée sur l'IPN. Ça m'a permis de fixer mes poutres sur du bois et non pas sur du fer. Toutes ces lisses sont clouées, vissées et parfois collées avec une colle époxy. C'est en fonction de la résistance demandée et calculée sur plan. En attendant, sur la zone, les travaux continuent et les voiries se terminent. Ils ont posé les lampadaires et le soir, le quartier s'illumine. Voilà. Sur cette vue, un peu comme en bas, les poutres sont croisées pour donner de la force aux voiles travaillant. Mais là, en plus, la surface est inclinée sur 2 plans. Et du fait, elle est concentrique, juste là, à l'axe du bâtiment. J'ai organisé les emplacements et réalisé les 5 trémies de mes futures coupoles Velux, de 1,50 m de côté,
et les 4 autres de 1 mètre de côté. Toujours dans un souci de résistance mécanique et de reprise de charge, j'ai sur ce côté préféré mettre des potelets pour appuyer ma poutre de rive Kerto et assurer un super appui au futur muret qui constituera l'acrotère de finition du bâtiment. Nous verrons ça dans la prochaine vidéo. Dans ce sens, la poutre Kerto prendra directement appui sur le bout de la poutre en nid. Mais auparavant, il faut clouer de part et d'autre des flasques en bois massif ou en lami-bois. Ça garantit la reprise de charge en bord de plancher. Attention, ces flasques ne doivent pas être en contact avec le dessous de la lisse haute de la poutre en nid. Laisse 2 ou 3 mm de jeu entre le dessus de cette flasque et le dessous du tendeur haut de la poutre en nid. Les potelets sont cloués sur les 4 côtés de l'appui. Le clouage est dit à la bretonne. Sur cette photo, on distingue bien les différentes pentes du toit. Et là, c'est encore plus clair, pas vrai? Regarde bien. Les poutres sont plus courtes pour laisser la place à la poutre Kerto. Et les flasques en bout de ces mêmes poutres me permettront de clouer à plein les bouts de poutre dans un bois qui, du coup, est en travers fil. Ce qui est autrement plus solide que le clouage en bois de boue. Et oui, chaque jour est un jour de plus et le bâtiment se dessine à un rythme soutenu. Les alignements et les croisements de ces pièces de bois transforment ce lieu en un lieu accueillant et chaleureux. D'ailleurs, j'ai du mal à dire chantier lorsque je parle du lieu. Je dis maintenant local pour parler de mon lieu de travail, même s'il est encore ouvert aux 4 vents. Encore une fois, comme bien des fois, le week-end, Marie est avec moi. Elle est comme un soleil qui brille dans ma vie depuis mes 18 ans. Je savais que c'était elle et pas une autre. Mais l'appel du Tour de France dans le compagnonnage a été plus fort que tout à cette époque. Je l'ai laissé 7 ans pour revenir avec elle et j'ai fini mon tour comme compagnon sédentaire. Voilà, toutes les poutres sont en place et l'ensemble peut être verrouillé par la poutre de rive Kerto. Ici, pas de grue. Simplement mes lève-murs solidement ancrés à l'intérieur du bâtiment. Il ne reste plus qu'à maniveler un coup à droite et un coup à gauche, et la poutre va se loger presque toute seule sur ses appuis. Il ne me reste plus qu'à la contraindre avec un serre-joint et la clouer au marteau pneumatique. Et voilà, de nouveau les fardeaux sont posés à des endroits stratégiques pour limiter les déplacements lors de leur mise en place sur un joint PU et ensuite par agrafage. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et pour les nouveaux abonnés, j'espère avoir su capter votre attention. Je vous encourage à aller jeter un œil dans la playlist et puis dans les autres vidéos qui font partie donc, de la chaîne où j'aborde divers sujets. Vous verrez, je suis curieux de tout et j'espère savoir vous intéresser et partager avec vous mes passions. Je m'en vais vous préparer la prochaine. Je vous souhaite le meilleur, comme d'habitude, et sachez que c'est du fond du cœur que je vous le souhaite. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye les amis. Bye bye.